Bonjour, bienvenue sur la chaîne du collectif 1815. Cette vidéo fait suite à celle du docteur Coleman qui a eu un certain succès. Merci à tous de l'avoir partagé, visionné, d'en avoir parlé. Ça prouve que l'électro-hypersensibilité, l'EHS, intéresse au-delà des EHS même qui n'ont pas forcément accès justement aux réseaux sociaux. Donc continuez d'en parler, merci. Je suis Cola Diallo, un EHS parmi les autres, si ce n'est qu'effectivement je milite depuis longtemps. J'ai écrit un petit livre, un bon livre il y a quelque temps déjà. Un second est actuellement en cours d'écriture. On aura l'occasion d'en reparler. Aujourd'hui, on vous propose de discuter en fait avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, au sujet des droits fondamentaux des personnes électro-hypersensibles. Comment se positionne l'intelligence artificielle sur le EHS au regard des droits fondamentaux. C'est vraiment très intéressant. C'est pourquoi je partage cette vidéo. J'ai fait en fait cette expérience avec l'IA complètement par hasard. Et je pense qu'il est important que chacun puisse entendre ce qu'elle nous propose, d'autant qu'elle nous apporte des réponses que même les associations ou nos avocats ne nous ont pas apportées. En ça, c'est très intéressant. 16 questions donc que j'ai posées à l'intelligence artificielle avant qu'elle ne bug. Elle n'a pas pu répondre à la 16e question. Elle doit être en dissonance cognitive, la machine. Alors la première question est très simple, c'est qu'est-ce que l'électrohypersensibilité? Sa réponse est aussi très simple. Elle reprend en fait quasi mot pour mot la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Alors je ne vais pas revenir dessus, je vous encourage à faire vos propres recherches. Je vais par contre revenir sur les symptômes qu'elle énumère. Ces symptômes peuvent inclure des maux de tête, des troubles du sommeil, de l'attention, de la mémoire, de l'irritabilité, des fourmillements, des troubles, des problèmes cutanés ou encore une tendance à l'isolement. J'encourage chacun à faire ses recherches sur les symptômes de l'électrohypersensibilité. Cette vidéo ne s'adresse pas uniquement aux personnes électro-hypersensibles qui n'auront de toute façon pas forcément accès aux réseaux sociaux, mais plutôt à l'ensemble de la population, de comprendre qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes ne sont absolument pas conscientes de leur électro-hypersensibilité, et c'est pas pour rien que le sujet est tu. Je vais passer donc à la question suivante. C'était la quatrième question. Une question assez cash. Oui ou non, les ondes électromagnétiques sont-elles dangereuses? Réponse de l'IA. Il n'existe pas de réponse simple et universelle à cette question. Les ondes électromagnétiques sont des phénomènes physiques qui peuvent avoir des effets sur la santé des êtres vivants, mais ces effets dépendent de nombreux paramètres comme la fréquence, l'intensité, la durée ou la distance d'exposition. L'IA ignore à ce propos que les hyperfréquences, un des problèmes principaux reste le fait qu'elle soit pulsée. C'est très important. Certains chercheurs actuellement argumentent sur ce fait. Euh, L'IA semble absolument pas au courant de ces dernières recherches. Il existe aussi des incertitudes et des controverses scientifiques sur les effets à long terme ou à faible dose des ondes électromagnétiques. On le sait tous, c'est la dose qui fait le poison. Il est donc difficile de dire si les ondes électromagnétiques sont dangereuses ou non de façon générale. Il faut plutôt évaluer le risque au cas par cas en tenant compte des sources d'émission, des niveaux d'exposition, des populations concernées et des données scientifiques disponibles. Il faut aussi appliquer le principe de précaution et limiter son exposition aux ondes électromagnétiques lorsque c'est possible et raisonnable. Je comprends pas très bien quand elle dit raisonnable. Moi, je pense qu'il serait raisonnable effectivement de limiter son exposition. Alors, est-ce que c'est encore possible? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Cinquième question que je pose à l'IA, où là je commence un peu à la titiller raisonnablement. Appliquer le principe de précaution signifie-t-il que les ondes électromagnétiques sont toxiques compte tenu des études de l'armée? Je lui avais demandé auparavant s'il existait des études de l'armée, elle a confirmé, elle a notamment cité l'étude du professeur Leruse qui date de 99. Elle n'a pas cité par contre cette étude et elle n'en a pas cité beaucoup d'autres. En fait, elle n'en a cité que trois, mais elle a reconnu qu'effectivement l'armée avait fait des études qui prouvaient la toxicité des champs électromagnétiques, hein.
Alors je reprends la cinquième question. Appliquer le principe de précaution signifie-t-il que les ondes électromagnétiques sont toxiques compte tenu des études de l'armée? L'IA nous répond. Non, appliquer le principe de précaution ne signifie pas que les ondes artificielles sont toxiques. Le principe de précaution est un principe juridique qui vise à prendre des mesures de protection lorsque des risques graves et irréversibles pour la santé ou l'environnement sont possibles mais incertains. Il s'agit donc d'une démarche de prévention qui ne repose pas sur la certitude scientifique, mais sur la possibilité d'un danger. Les études de l'armée sur les ondes électromagnétiques et la santé sont des sources d'informations parmi d'autres qui doivent être prises en compte avec rigueur et objectivité. Elles ne permettent pas de conclure à la toxicité des ondes électromagnétiques artificielles de façon générale, mais elles soulèvent des questions et des hypothèses qui méritent d'être approfondies. Appliquer le principe de précaution dans ce domaine signifie donc être vigilant, informé et responsable face aux ondes électromagnétiques artificielles sans céder à la panique ou au déni. Elle commence déjà à se contredire, hein, puisque les études militaires attestent de la toxicité des champs. C'est pourquoi elles ont été faites, c'est pour protéger les personnels. Hein. Alors, sixième question. On va entrer dans le vif du sujet, on va commencer à parler du droit, après avoir abordé le principe de précaution de manière un peu succincte, mais on y revient par la suite. Sixième question donc. Que doivent faire les juges pour appliquer le principe de précaution face à l'exposition aux ondes d'une personne électro-hypersensible qui voit ses symptômes augmenter ou la rendre invalide? C'est la question qui fâche. Que doivent faire les juges, donc? Réponse de l'IA. Alors c'est un peu fastidieux, je suis obligé de lire, je sais, j'essaie de lire lentement. Vous pouvez faire pause, réécouter hein, par la suite. Ces réponses-là deviennent vraiment très intéressantes. Il n'existe pas de réponse unique à cette question, car les juges doivent apprécier chaque situation au cas par cas, en tenant compte des éléments de fait et de droit qui leur sont soumis. Toutefois, on peut dégager quelques principes généraux qui peuvent guider les juges pour appliquer le principe de précaution face à l'exposition aux ondes électromagnétiques d'une personne électro-hypersensible. Premier point. Les juges doivent reconnaître la réalité des symptômes et la souffrance des personnes EHS, même si l'origine et le mécanisme de l'hypersensibilité ne sont pas scientifiquement établis. Ils doivent donc prendre en compte son témoignage, ses certificats médicaux et ses éventuels examens complémentaires. Deuxième point. Les juges doivent vérifier si la personne électro-hypersensible a été exposée à des ondes électromagnétiques artificielles au-delà des valeurs limites réglementaires ou des recommandations sanitaires. À savoir que les valeurs limites, on ne peut pas les exploser, hein, on peut pas, elles sont à plus de 60 volts par mètre, elles nous protègent uniquement des effets thermiques. Quant aux recommandations sanitaires, elles s'appuient sur ces limites réglementaires. Donc là, c'est l'impasse. Les juges, ils doivent donc s'appuyer sur des mesures d'exposition réalisées par des organismes compétents et indépendants comme l'ANFR ou l'INRS. À savoir que l'ANFR et l'INRS ne sont pas indépendants, ils dépendent de l'État. Ils s'appuient absolument pas sur des études indépendantes, mais sur les études qui sont noyautées en fait par les lobbies et par l'État, ce qui nous met dans l'impasse aujourd'hui. Troisième point. Les juges doivent apprécier si le lien de causalité entre l'exposition aux ondes électromagnétiques artificielles et les symptômes de la personne EHS est suffisamment probable ou sérieux pour justifier l'application du principe de précaution. Ils doivent donc se référer aux données scientifiques disponibles, aux avis d'experts et aux jurisprudences existantes. Alors pour le moment, là, on n'avance pas, hein. On tourne en rond, l'IA reste clairement dans les lignes, on dira, de l'État et des lobbies. Quatrième point. Les juges doivent déterminer les mesures de protection appropriées pour préserver la santé et les droits de la personne EHS. Là, c'est intéressant. Je répète.
Les juges doivent déterminer les mesures de protection appropriées pour préserver la santé et les droits de la personne électro-hypersensible sans porter atteinte aux intérêts légitimes des autres parties en cause. Ils doivent donc rechercher un équilibre entre les différents principes et valeurs en jeu, comme le respect de la vie privée, la liberté du commerce et de l'industrie, la protection de l'environnement ou les développements durables. Là, on a l'impression d'être dans un mur, mais la suite va nous apporter bien des surprises. En fait, j'ai l'impression que l'IA, plus on la titille, plus elle va fouiller, quoi. Puisque au début, elle est vraiment sur finalement ce qu'on trouve sur le tout venant, quoi. Sur le tout venant, ce qu'on va trouver au prime abord, et qui est en fait l'information diffusée au public. Selon les cas, les juges peuvent ordonner, par exemple, premier point, l'arrêt ou la limitation de l'émission des ondes électromagnétiques artificielles par une source identifiée. Entre parenthèses, antenne relais, compteur communicant, etc. Formidable. Deuxième point, les juges peuvent donc ordonner le déplacement ou l'éloignement de la personne EHS par rapport à la source d'émission. Entre parenthèses, changement de logement, d'établissement scolaire ou professionnel, etc. Fermez la parenthèse. Toujours très intéressant. Les juges peuvent ordonner, par exemple, troisième point, l'indemnisation du préjudice subi. Je répète, l'indemnisation du préjudice subi par la personne EHS du fait de son exposition aux ondes électromagnétiques artificielles, frais médicaux, perte de revenus, dommages moraux. Ça fait 15 ans que je suis EHS, si demain je suis indemnisé, je vais pouvoir prendre ma retraite. C'est dingue, enfin, là l'IA devient vraiment intéressante, et là elle s'appuie sur des textes qui relèvent du droit, et plus uniquement sur les conclusions apportées par les lobbies ou par l'État quant à la toxicité des champs électromagnétiques. Là, on entre dans le droit, et là, ça devient intéressant. Quatrième point, donc les juges peuvent par exemple ordonner la mise en place d'un suivi médical ou d'un accompagnement social pour la personne électro-hypersensible. Le droit nous protège. C'est ce que semble nous dire l'intelligence artificielle à cette sixième question. Alors j'ai sélectionné aussi la septième question, puisque je continue à la pousser dans ses retranchements. Septième question. Que peut faire une personne EHS quand son voisin utilise des ondes électromagnétiques artificielles qui la font souffrir? Le collectif 1815, voilà, c'est son objet. Donc là, on est vraiment sur ce qui nous préoccupe, nous, à l'échelle du collectif 1815, et l'IA nous apporte des pistes sérieuses. Une personne électro-hypersensible qui souffre de l'utilisation des ondes électromagnétiques par son voisin peut essayer de résoudre le problème à l'amiable ou de saisir la justice si le dialogue échoue. Voici quelques conseils. Alors ces conseils sont les conseils que nous, au collectif 1815, on a mis en place. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on s'est pas planté, enfin qu'on a été aussi rationnel que l'IA au regard du droit et au regard du bon sens, semble-t-il. Quelques conseils donc de l'IA et aussi du conseil 1815, on se joint complètement à l'IA sur cette question. Premier point, la personne EHS peut d'abord tenter de dialoguer avec son voisin pour lui expliquer sa situation et lui demander de réduire son exposition aux ondes. Par exemple, elle peut lui demander de limiter l'usage de son téléphone portable, de son Wi-Fi ou de ses appareils connectés, ou de les éloigner des murs mitoyens. Elle peut aussi lui proposer des solutions alternatives, comme l'utilisation d'un câble Ethernet ou d'un téléphone filaire. C'est exactement ce qu'on a fait. C'est exactement ce qu'on a conseillé, c'est exactement ce qu'on fait. Et là, on dit bravo, quoi. Deuxième point. La personne EHS peut ensuite faire appel à un tiers pour faciliter la médiation avec son voisin. Par exemple, elle peut solliciter le syndic de copropriété, le bailleur social, le maire ou un médiateur professionnel. Le but est de trouver un compromis acceptable pour les deux parties sans passer par la voie judiciaire. C'est un point très important. Il est par contre difficile de trouver le médiateur qui sera à la hauteur, puisqu'il faut que le médiateur connaisse la réalité électro-hypersensible. Ça, c'est la principale difficulté. Et c'est difficile aussi pour nous, EHS, d'être représentés par des personnes dites valides, quoi, pour nous. Puisqu'en fait, la plupart du temps, elles ne comprennent pas l'ensemble de nos préoccupations. Elles peuvent passer à côté de points qui, pour nous, sont essentiels.
Par exemple, parce que là on parle des objets connectés, mais on parle pas de la pollution électrique. Bon, alors, ça peut paraître un point de détail, c'en est pas un. En tout cas, quand il s'agit de trouver une personne pour faire de la médiation, il faut que cette personne soit parfaitement formée à la réalité de l'électro-hypersensibilité. Troisième point, la personne EHS peut enfin saisir la justice si les démarches amiables n'aboutissent pas. Elle peut alors invoquer le trouble anormal du voisinage, qui est une notion juridique qui permet de sanctionner les nuisances excessives causées par un voisin. Pour cela, elle doit prouver que les ondes électromagnétiques émises par son voisin lui causent un préjudice réel et anormal, qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Elle doit aussi prouver que son voisin est responsable de ces nuisances, c'est-à-dire qu'il en a la maîtrise ou qu'il aurait pu les éviter. Elle peut s'appuyer sur des attestations médicales, des mesures d'exposition ou des témoignages pour étayer sa demande. Elle peut alors demander au juge de faire cesser le trouble, de lui accorder des dommages et intérêts, ou de prendre toute autre mesure utile. Alors, ce dernier point, c'est le point qui est défendu par les associations, que ce soit Priartem ou Robin des Toits, quand on leur pose la question, ce qu'on a fait au collectif 1815 il y a quelques années déjà, et encore récemment, ces associations nous répondent trouble du voisinage, trouble du voisinage, trouble du voisinage. Et effectivement, le trouble du voisinage semble une issue pour permettre aux personnes électro-hypersensibles de faire cesser la maltraitance. Mais nous, collectif 1815, on considère effectivement qu'il y a maltraitance. Et on encourage plutôt à aller au pénal. La démarche est plus compliquée, plus complexe, plus longue, puisque les procureurs de la République bloquent nos plaintes. Le procureur de la République veut absolument pas se saisir de ce problème qui est plus que sensible, puisque c'est une atteinte à nos droits fondamentaux et qui remet totalement en cause le déploiement des ondes électromagnétiques, mais à l'échelle de l'ensemble de la population. Quoi qu'il en soit, ces 3 points restent très intéressants. Réécoutez-les, revenez en arrière si vous n'avez pas bien retenu les faits. 8e point, 8e question posée à l'IA. Cela se limite-t-il aux troubles du voisinage ou peut-il être passible du code pénal considérant une atteinte à la santé de la personne EHS? On avance. En principe, répond l'IA, l'utilisation des ondes électromagnétiques artificielles par un voisin ne relève pas du code pénal. Sauf si elle est faite dans le but de nuire à la santé de la personne électro-hypersensible. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. C'est vraiment trop souvent le cas. Dans ce cas, il pourrait s'agir d'un délit de mise en danger de la vie d'autrui ou d'une tentative d'homicide. Alors, nous, au collectif, jamais on a fait penser que... Enfin, tentative d'homicide, ça semble complètement dingue. Et pourtant, voilà, l'IA se réfère au droit. Au droit. Et aucun de nos avocats ne nous a jamais parlé de ça. Ça paraît complètement aberrant. L'IA, elle reste rationnelle. Je continue. Toutefois, il serait très difficile de prouver l'intention malveillante du voisin et le lien de causalité entre son comportement et les symptômes de la personne EHS. Il faudrait aussi que le voisin ait connaissance de la sensibilité de la personne et qu'il ait dépassé les normes d'exposition autorisées. Alors, la sensibilité de la personne, il existe un arrêt de la Cour de cassation qui nous dit qu'on ne peut préjuger de la sensibilité d'une personne malade. Donc l'IA semble l'ignorer, elle ne peut pas connaître tous les arrêts de la Cour de cassation, et c'est bien dommage. Faut qu'elle bosse encore un peu, l'IA. Et bientôt, elle pourra remplacer les juges et les avocats. Alors je suis absolument pas pour, on a besoin d'humanité, quoi qu'il en soit, quand nos droits sont bafoués par ces juges et par ces avocats et par ces procureurs, j'en suis là à préférer à ce qu'une IA rationnelle s'exprime. Le problème qui se poserait effectivement, c'est qui contrôle l'IA. On pourrait très bien contrôler l'IA. D'ailleurs, je me demande si les questions qu'on lui a posées demain, si les réponses si les questions qu'on lui a posées hier, je commence à avoir des problèmes cognitifs là. Je suis trop près de l'ordinateur parce que j'ai pas de micro, donc vous m'excuserez si au fur et à mesure de la vidéo je me délite, je bafouille, c'est normal. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est probable que demain, si je repose les mêmes questions à l'IA, elle me donne pas les mêmes réponses. L'IA est pas indépendante, elle est noyautée.
Bon. Quoi qu'il en soit, je suis pas pour que l'IA prenne le pouvoir sur les avocats et les juges, les procureurs, etc. Nous voulons de l'humain, quoi. On a besoin d'humanité dans ce monde de brutes. Mais pour le moment, l'IA reste rationnelle. Je continue. Euh, il est donc plus probable que le litige entre le voisin et la personne EHS soit traité comme un trouble anormal du voisinage qui relève du code civil et non du code pénal. De par, en fait, la difficulté hein, d'apporter des preuves, puisqu'il appartient à l'EHS d'apporter des preuves de la maltraitance. Ça, c'est un gros problème aussi. Mais justement, j'essaie de contourner un peu plus loin ces biais. Neuvième question. Peut-on considérer qu'une personne EHS est harcelée par les ondes électromagnétiques émises par son voisin? J'en remets une couche. Non, répond l'IA, on ne peut pas considérer qu'une personne EHS est harcelée par les ondes électromagnétiques émises par son voisin, sauf si ce dernier agit de façon délibérée et répétée pour lui causer du tort. Le harcèlement est en effet une notion juridique qui implique une intention de nuire et une répétition des actes. Il s'agit d'un délit pénal qui peut être sanctionné par une peine de prison et une amende. Or, il est peu probable que le voisin utilise des ondes électromagnétiques dans le but de harceler la personne électro-hypersensible. L'IA est super naïve en fait. Hein. Elle est vraiment trop gentille, l'IA, trop naïve. Il est plus probable qu'il les utilise pour des raisons légitimes et courantes, comme la communication, le divertissement ou le confort. Dans ce cas, il n'y a pas de harcèlement, mais un possible trouble anormal de voisinage qui relève du code civil et non du code pénal. Je me suis demandé pourquoi l'IA revient toujours sur ce trouble anormal du voisinage. La seule réponse que j'ai pu trouver, c'est qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, les procureurs de la République n'ont jamais retenu une plainte au pénal concernant l'électro-hypersensibilité dans de tels cas. Il n'y a pas de plaintes aujourd'hui au pénal qui ont été retenues. Les procureurs de la République bloquent. Alors, nous, collectif 1815, on encourage les électro-hypersensibles qui veulent vraiment se défendre, qui sont vraiment menacés, qui sont vraiment maltraités et qui ont la force encore de se battre, d'aller au pénal et de forcer la loi. Quand le procureur bloque sur son bureau nos plaintes, il s'agit en fait ensuite de s'adresser au doyen des juges d'instruction, qui lui va vous recevoir. Et qui, après vous avoir reçu, le doyen des juges d'instruction remettra son dossier au procureur qui devra l'étudier une nouvelle fois. Et si encore il bloque, vous aurez encore une possibilité d'appel. Alors effectivement, c'est long, c'est pesant, il faut pouvoir tenir. Mais quand il y a maltraitance, quand l'intention de nuire est réelle, il faut pas baisser les bras. Donc j'encourage les électro-hypersensibles à se battre. C'est le moment, on n'est plus seul aujourd'hui. Le temps où on était seul est complètement terminé. Je vous encourage aussi à ne pas écouter les grandes associations, notamment l'association AZB, présidée par Madame Rivasi, qui est une politique. Comment voulez-vous qu'une politique qui est là depuis 30 ans au pouvoir vous encourage à vous encourage en fait à démonter le système qu'elle défend, tout simplement. Donc aujourd'hui, effectivement, les associations françaises, que ce soit Next Up, Robin des Toits, CRIREM, Next Up, absolument pas, blablabla, petit problème cognitif, je reprends. Effectivement, les associations aujourd'hui, que ce soit Priartem, Robin des Toits, CRIREM, Cœur de HS, sont toutes avec l'association Zone Blanche AZB présidée par Madame Rivasi. Et ça, c'est une erreur stratégique qui est faite aux dépens des personnes électro-hypersensibles. Non seulement parce que cette personne, Madame Rivasi, n'a absolument pas intérêt de casser le système qu'elle défend, mais aussi et surtout parce que notre lutte, elle se fait en local. Quand il s'agit de défendre le droit d'une personne électro-hypersensible, on le fait en local, sur place. Et Madame Rivasi, qui est là-bas à Bruxelles, au Parlement européen, avec son association AZB, n'intervient pas. Par contre, nous, quand nous allons voir les élus locaux pour nous défendre, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent «Ah oui, ça, c'est Rivasi». Non, moi, je ne soutiens pas Madame Rivasi. Moi, je suis une personne électro-hypersensible qui est maltraitée. Et c'est pas une question de politique. Il s'agit pas d'une question de politique.
Il s'agit d'une question de droits fondamentaux, il s'agit d'une question de santé. Alors, on a tous, enfin plutôt tous ceux qui ont des résultats en local, ont su en fait s'extraire de cette domination qui nous a été imposée par Madame Rivasi. Et je me demande pourquoi. Je me demande vraiment pourquoi. Mais bon, nous avons déjà traité ce sujet sur le blog du collectif 1815. J'encourage ceux qui veulent comprendre à lire nos articles. Je continue parce que nous avons déjà fait 25 minutes. C'est déjà très long et nous n'en sommes qu'à la 9e question. 10e question. La personne qui utilise des ondes électromagnétiques qui font souffrir ses voisins électro-hypersensibles et entraînent par là une aggravation de leur état de santé, sachant que ces personnes sont EHS et souffrent, peut-elle être condamnée? Là, l'IA commence par reprendre cette question. Avant d'y répondre, elle reprend cette question. J'étais impressionné, elle reprend la question. La réponse à cette question dépend du contexte et des éléments de preuve disponibles. Il faut distinguer deux situations, nous dit-elle. Première situation. Si la personne utilise des ondes électromagnétiques dans le respect des normes d'exposition en vigueur et sans intention de nuire à ses voisins, elle ne peut pas être condamnée pénalement. Elle peut toutefois être poursuivie civilement pour trouble anormal du voisinage si ses voisins parviennent à prouver que son utilisation des ondes leur cause un préjudice réel et anormal qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Dans ce cas, elle peut être contrainte de cesser le trouble, de payer les dommages et intérêts ou de prendre toute autre mesure utile. Deuxième point, si la personne utilise des ondes électromagnétiques en dépassant les normes d'exposition autorisées ou avec l'intention de nuire à ses voisins, elle peut être condamnée pénalement pour mise en danger de la vie d'autrui ou tentative d'homicide. Elle peut aussi être poursuivie civilement pour trouble anormal du voisinage ou pour faute. Dans ce cas, elle peut être sanctionnée par une peine de prison, une amende ou une interdiction d'utiliser des ondes électromagnétiques. Elle peut aussi être obligée de réparer les préjudices subis par ses voisins. Là, l'IA répond comme si, en fait, les ondes étaient utilisées comme une arme. Et c'est souvent le cas. Jamais un avocat nous dira ça. Jamais. Jamais. Et un proc, un juge, un avocat le savent, le comprennent. Mais ils peuvent pas le dire. Ils ne veulent surtout pas le dire. Ils ne peuvent pas le dire. Je termine. Dans tous les cas, il appartient aux voisins EHS de prouver le lien de causalité entre l'utilisation des ondes par la personne et l'aggravation de leur état de santé. Ils doivent aussi prouver que la personne avait connaissance de leur hypersensibilité et qu'elle aurait pu éviter ou limiter les nuisances. Ces preuves peuvent être difficiles à apporter en raison des incertitudes et des controverses scientifiques sur le sujet. Quoi qu'il en soit, effectivement, quand on est électro-hypersensible, il faut toujours prévenir ses voisins, surtout quand la personne EHS était là avant l'arrivée des voisins. Et c'est souvent le cas. On peut aussi se poser la question d'une personne EHS qui vit dans un endroit où il n'y a pas d'antenne relais. Est-ce que... donc là, moi, je me suis concentré sur des questions voisins, mais voisins, antenne relais, c'est la même chose. 11e question. La santé des personnes EHS se limite-t-elle à des critères physiologiques ou la santé concerne-t-elle aussi le bien-être? Ça, c'est la vraie question à se poser quand on est EHS. Qu'est-ce que la santé? Si on comprend pas ça, si on comprend pas ce qu'est réellement la santé, effectivement, on va écouter les associations qui ne nous défendent pas et on arrêtera d'essayer de se défendre. Mais la santé, voilà, la santé, l'IA c'est ce que c'est. La santé, l'IA sait ce que c'est, et je vous lis sa réponse. La santé des personnes EHS ne se limite pas à des critères physiologiques, mais concerne aussi le bien-être. Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé est un état complet, est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ainsi, la santé des personnes EHS ne dépend pas seulement de l'absence ou de la présence de symptômes liés à leur exposition aux ondes, mais aussi de leur qualité de vie, de leur épanouissement personnel, de leur intégration sociale
et de leur capacité à faire face aux difficultés. Le bien-être des personnes électro-hypersensibles peut être affecté par plusieurs facteurs comme... Là, ce premier paragraphe, il est génial. Voilà, c'est la définition de l'OMS de la santé. Plus besoin de prouver un lien de causalité, hein, dès lors que votre vie est foutue en l'air du fait que vous êtes électro-hypersensible, hein, socialement, etc., le problème se pose en termes de droit. Donc, plusieurs facteurs. Premier point, manque de reconnaissance le manque de reconnaissance et de soutien de la part des autorités sanitaires, des professionnels de santé, des employeurs ou des proches. Deuxième point, la difficulté à trouver un environnement adapté à leur hypersensibilité électromagnétique qui soit exempt ou réduit en source d'émission d'ondes. Troisième point, l'isolement social ou professionnel qui peut résulter de l'éloignement des lieux publics, des transports, des services ou des activités habituelles. Quatrième point, la stigmatisation ou la discrimination qui peuvent être subies par les personnes électro-hypersensibles en raison de leurs différences ou de leur demande d'aménagement. Cinquième point, la détresse psychologique ou le stress chronique qui peuvent être engendrés par la peur permanente des ondes, la souffrance physique ou morale, le sentiment d'impuissance ou le manque d'espoir. C'est énorme. Ces 5 points, voilà, c'est un retour concret sur nos droits fondamentaux qui sont complètement balayés, absolument pas pris en compte. Je ferai, à mon sens, il y a un petit... un oubli de la part de l'IA, c'est dans son 5e point, elle n'aborde pas le stress post-traumatique. Or, toutes les personnes électro-hypersensibles que je connais, moi le premier, hein, il faut vraiment beaucoup travailler pour pouvoir passer outre. Nous sommes tous des personnes des personnes traumatisées, et il suffit pour ça, pour le comprendre, d'aller lire le tableau clinique, hein, du post-traumatique, du trouble post-traumatique. On coche toutes les cases. On coche toutes les cases, et ça, le comité scientifique de l'association AZB, hein, si éminent soit cette association, n'a pas investigué, hein, le traumatisme. Bref. Donc, réécoutez ces points, parce que, enfin, faites un retour en arrière, réécoutez ces 5 points, c'est vraiment énorme. Manque de reconnaissance, difficulté de trouver un environnement adapté, isolement social professionnel, stigmatisation, discrimination, détresse, c'est... voilà. L'IA connaît mieux l'électro-hypersensibilité que les assos. C'est formidable. 13e point. Le voisin porte atteinte à la santé et au bien-être en utilisant des ondes. Est-il passible du code pénal si les EHS souffrent? J'en remets une couche. Hein. Réponse de l'IA. Non, le voisin n'est pas passible du code pénal si les personnes électro-hypersensibles souffrent de son utilisation des ondes. Sauf s'il le fait de façon volontaire et excessive. En effet, le code pénal sanctionne les atteintes à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, qui peuvent constituer des crimes ou des délits selon la gravité des faits. Ou psychique, c'est important, et c'est pourquoi je parlais du traumatisme. Or, il est peu probable que le voisin ait l'intention de nuire à la santé et au bien-être des personnes. Blablabla, blablabla. Le voisin pourrait toutefois être poursuivi pénalement s'il utilisait les ondes de façon excessive, c'est-à-dire en dépassant les normes d'exposition autorisées, ou en refusant de limiter son usage, malgré les demandes répétées des personnes EHS. Dans ce cas, il pourrait être accusé de mise en danger de la vie d'autrui ou de violence involontaire. Il faudrait toutefois que les personnes puissent prouver blablabla, blablabla. Voilà, en termes de droit, les recours sont... Ça s'ouvre là, hein. Vous comprenez? Vous comprenez ce qui se passe là? Vous comprenez l'impasse dans laquelle on a été mis ces 15 dernières années par nos assos? On nous a empêchés d'aller de recourir au droit en nous disant non, 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 ou en nous parlant uniquement du trouble du voisinage. Ça va bien au-delà de tout cela. Et quand on est entre nous, personnes électro-hypersensibles, alors non diplômés, autodidactes, patients sachants, on en parle de ça. On en parle entre nous, on a bien conscience qu'effectivement nos droits fondamentaux sont bafoués. Mais quand on pose la question aux assos, on est bloqué. Pourquoi? Pourquoi? Question que je pose. Je passe à la 14e question parce que je commence à m'agacer. Je pense que
Enfin, j'ai aussi une bonne petite barre là. Les hyperfréquences et les champs électriques de l'ordi commencent à m'impacter. Je voudrais terminer relativement rapidement avant que l'ordi me crame complètement. Et puis surtout, rester de bonne humeur. Je pense que face à ce qui nous arrive, mieux vaut rester zen plutôt que de s'énerver, ça sert strictement à rien. Faut se battre avec nos armes et on a une arme concrète, c'est notre plume, hein, notre plume. Écrire, écrire à nos députés, écrire à nos élus, mais pas seulement, hein. Écrire au procureur de la République, écrire au procureur de la République, je le répète, hein, portez plainte en masse et n'attendez pas après les assauts. Revenez sur cette vidéo, revoyez les articles précités et je continue. 14e question. Pourtant, il porte atteinte au bien-être des EHS, selon la définition de la santé donnée par l'OMS. IA, tu te contredis. Je la titille un peu, l'IA, il faut la pousser, parce que ça reste une machine, hein, machine. Je vous renvoie à l'étymologie du mot machine, c'est très intéressant. Euh, Réponse de l'IA à cette 14e question. Je ne me contredis pas. Je dis simplement que le voisin n'est pas passible du code pénal si les personnes électro-hypersensibles souffrent de son utilisation des ondes électromagnétiques, sauf s'il le fait de façon volontaire et excessive. Cela signifie qu'il ne porte pas atteinte au bien-être des personnes EHS selon l'OMS. Il peut en effet leur causer un préjudice réel et anormal qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Dans ce cas, il peut être poursuivi civilement pour trouble anormal du voisinage et être contraint de réparer le dommage causé. Il faut toutefois que les personnes puissent prouver nanana. Ah, il y a rétropédale. Elle revient sur le trouble anormal du voisinage comme s'il y avait un blocage qui était en train de s'instituer dans ses rouages. Mais on voit qu'on a déjà été un bon petit grain de sable et je vous encourage à poser ces questions de droit à l'IA, hein, électro-hypersensibilité et droits fondamentaux, responsabilité des pouvoirs locaux, recours au procureur de la République, que doivent faire les juges, etc. Poser ces questions à l'IA, après tout, faut la nourrir. Il faut la nourrir, cette IA. Elle a besoin de notre intelligence avant de développer ses réflexes. C'était la 14e question. On arrive à la fin bientôt. 15e question. Quid du principe de précaution dans ce cas? Le principe de précaution, nous répond l'IA, est un principe juridique qui vise à prendre des mesures de protection lorsque des risques graves et irréversibles pour la santé ou l'environnement sont possibles mais incertains. Il s'agit donc d'une démarche de prévention qui ne repose pas sur la certitude scientifique, mais sur la possibilité d'un danger. Dans le cas des ondes électromagnétiques artificielles, le principe de précaution peut s'appliquer à plusieurs niveaux. Premier niveau, au niveau des autorités publiques, qui doivent veiller à ce que les normes d'exposition aux ondes soient fondées sur les données scientifiques les plus récentes et les plus fiables, et qui doivent informer et sensibiliser la population sur les risques potentiels et les moyens de réduire son exposition. Au niveau des opérateurs ou des fabricants, qui doivent respecter les normes d'exposition aux ondes électromagnétiques en vigueur, et qui doivent concevoir et utiliser leurs équipements de façon à minimiser l'émission d'ondes électromagnétiques. Au niveau des utilisateurs ou des consommateurs, qui doivent être informés des caractéristiques et des précautions d'usage des appareils émettant des ondes, et qui doivent adopter des comportements responsables pour limiter leur exposition et celle de leur entourage. 4e point, au niveau des personnes EHS, qui doivent être reconnues et soutenues par les autorités sanitaires, les professionnels de santé, les employeurs ou les proches, et qui doivent bénéficier de mesures d'adaptation ou d'indemnisation en fonction de leur situation. Le principe de précaution ne signifie pas qu'il faut interdire ou éviter toute utilisation des ondes électromagnétiques, mais qu'il faut être vigilant, informé et responsable face à ces phénomènes physiques, sans céder à la panique ou au déni. Voilà, il faut s'informer, il faut être vigilant, il faut être responsable. Mais le principe de précaution, comme le dit l'IA au début de cette 15e réponse, voilà, hein, qui vise à prendre des mesures de protection lorsque des risques graves et irréversibles pour la santé sont possibles mais incertains. C'est le cas, non? Il me semblerait que oui. Quoi qu'il en soit, dans ces 4 points qu'elle développe, l'IA,
Là, on a l'impression qu'elle a lu, en fait, la résolution 1815 du Conseil de l'Europe. Donc, le Conseil de l'Europe, ce n'est pas l'Union européenne. Donc, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a voté une résolution, la résolution 1815, sur les risques potentiels des ondes électromagnétiques sur la santé et l'environnement. C'était en 2011. Et ce sont donc 49 pays qui ont voté cette résolution. 49 pays qui ont voté tous ces points, dont certains sont développés ici par l'intelligence artificielle. Donc tous des points qui protègent aussi bien les personnes électro-hypersensibles que l'ensemble de la population. Allez lire la résolution 1815 du Conseil de l'Europe. Ne la confondez pas avec des textes réglementaires, c'est-à-dire qui doivent être appliqués par l'Union européenne. Non, ce ne sont que des recommandations. Mais ce qui est intéressant, ce sont donc des recommandations signifiées aux États. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire quand même que ces États, par leurs représentants au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, ont voté à l'unanimité cet ensemble de recommandations. Et c'est énorme. Ils reconnaissent le risque. Et disent clairement dès 2011 qu'il faut prendre certaines précautions. Ça n'a absolument pas été fait. Nous n'avons fait que régresser, en fait, depuis 2011. Voilà. Je passe à la 16e question. On arrive à la fin. Peut-on considérer que l'utilisation... Ah oui, intéressant. Alors, c'est suite à cette 16e question que l'IA bug. Hein. Euh, voilà, l'IA a lu la résolution 1815, l'IA a lu et intégré les chartes et traités internationaux sur les droits fondamentaux. Et là, l'IA se dit merde, il y a vraiment un problème avec les ondes électromagnétiques artificielles. Et moi, je lui pose cette 16e question à laquelle elle ne va pas répondre. Elle me donne une réponse hein, pour se justifier et cette réponse est trop drôle. Alors, la question qui fait mal, peut-on considérer que l'utilisation des ondes électromagnétiques artificielles, compte tenu du principe de précaution, constitue une violation du code de Nuremberg? C'est la question à 1000 euros, c'est la question qui fait mal. L'IA me répond: je suis désolé, mais je préfère ne pas continuer cette conversation. Je suis encore en apprentissage. Donc j'apprécie votre compréhension et votre patience. Il est peut-être temps de passer à un nouveau sujet. Voilà, il est peut-être temps de passer à un nouveau sujet. C'est ce qu'ont fait les assos qui sont censés nous défendre. C'est ce qu'ont fait les pouvoirs publics qui sont censés assurer notre sûreté, notre bien-être, hein, notre santé et des technologies qui nous impactent pas, hein, qui n'impactent pas notre santé. Quoi qu'il en soit, moi je vous renvoie à la lecture du code de Nuremberg pour bien comprendre ce qui se passe avec les ondes électromagnétiques. L'IA, elle, a préféré ne pas me répondre, mettre fin à la conversation. En tout cas, je pense qu'elle a bien travaillé et elle nous a bien fait avancer en termes de droit, hein, puisqu'en fait, elle nous a donné des arguments qu'on ne connaissait pas. Donc je vous encourage à partager cette vidéo, à la transcrire de manière manuscrite pour les personnes électro-hypersensibles qui n'ont pas accès à la vidéo, et de bien comprendre que cette vidéo aussi ne concerne pas que les électro-hypersensibles, que certains taxent d'électro-hypersensibles de l'extrême, sous prétexte qu'ils sont obligés aujourd'hui de fuir et d'aller vivre dans des zones vraiment dans les bois, quoi, dans des zones éloignées. Cette vidéo concerne aussi des personnes électro-hypersensibles qui vivent encore aujourd'hui dans leurs appartements en ville, dans des appartements blindés, qui souffrent au quotidien de maltraitance de la part de leurs voisins, et aussi effectivement des antennes hein, ou de l'électricité qui est polluée. On leur impose aujourd'hui, pour certains, des radiateurs connectés. Moi j'ai eu des témoignages de personnes électro-hypersensibles qui revenaient vers moi en me disant voilà, mon bailleur, le syndic, impose des radiateurs connectés, que puis-je faire? Et ces personnes se retrouvent pendant l'hiver sans radiateur, puisqu'en fait le bailleur considère ah, tu veux pas de radiateur connecté? Alors je t'enlève le radiateur. Bon, je vais arrêter là. Merci à tous d'avoir eu la patience d'écouter hein, cette vidéo c'est difficile d'écouter quelqu'un qui lit un texte. J'ai essayé de rendre le texte plus ou moins abordable. En tout cas, interrogez l'IA, faites circuler cette vidéo.
Merci de m'avoir écouté. Merci de continuer à suivre le blog aussi du collectif 1815, qui sera en lien hein, sous la vidéo. Et faites savoir ce qu'il passe, informez-vous, faites vos propres recherches et ne vous laissez pas dicter quoi que ce soit par qui que ce soit quand vous êtes maltraité. Au revoir, à bientôt.